La Méditerranée est un écosystème saisissant. Ses eaux abritent de nombreuses espèces natives. Pour une surface si restreinte, la biodiversité y est exceptionnelle. Mais elle est aussi l'un des territoires les plus pressurisés par les activités humaines. Aujourd'hui, près de 1000 espèces exotiques y vivent. Un nouveau venu a fait son entrée, Callinectes sapidus. Ce crabe nageur bouleverse la dynamique de ce mythique écosystème aquatique. Pour les scientifiques, il est en train de devenir un cas d'école, afin de comprendre et gérer les invasions d'espèces exotiques. Dans le sillage de ce crustacé, les habitants de la Méditerranée sont obligés de penser leur avenir en commun. Une espèce invasive peut-elle, contre toute attente, mener à la coopération des pays méditerranéens ? Les pêcheurs de l'étang de Canet l'ont surnommé le Terminator. Et pour cause, depuis son apparition en 2017, le crabe bleu dévore tout ce qui bouge dans les lagunes. Ces pêcheurs étaient partis attraper des anguilles, mais au lieu de cela, ils remontent un filet plein de crabes bleus, une espèce invasive. Vous avez vu ? Ça c'est le quotidien. Ça c'est le quotidien. Hein. Le crabe bleu peut tout dévorer sur son passage et pondre jusqu'à 2 millions d'œufs par femelle. À l'aise dans les eaux chaudes, l'espèce risque de proliférer encore davantage en raison du changement climatique. Si le crabe bleu fait couler de l'encre partout où il est l'intrus, il reste surtout une énigme. Comme dans les eaux saumâtres de la lagune de Canet, dans le sud de la France. Ici, il est auréolé de mystère. 1000 questions entourent ce nouvel arrivant. Comment a-t-il traversé l'océan Atlantique depuis l'Amérique du Nord ? Quel est son cycle de vie dans ce nouvel écosystème ? Que mange-t-il ? Quels peuvent être ses prédateurs ? Comment se fait-il que sa population ait grandi si rapidement et de manière exponentielle ? Ce qui est certain, c'est que depuis qu'il est arrivé, bien des choses ont changé. Les pêcheurs traditionnels d'anguilles, comme Jean-Claude Ponce, sont les premiers à avoir vécu le bouleversement dans la lagune de Canet. Au printemps dernier, ils ont pêché 14 tonnes de crabes bleus en seulement 2 mois, alors que les anguilles ont quasiment disparu. Pour le moment, le crustacé ne rapporte rien aux pêcheurs, car en France, inconnu jusqu'alors, il n'est pas consommé. Il y a 5 ou 6 ans, la première année, on n'en avait attrapé qu'un. Bon, j'ai eu un nouveau truc, bon, je ne sais pas. L'année après, c'était un par jour. Et l'année après, ça a été une poubelle par jour. Et après, ça a été une catastrophe, quoi. Voilà. Par rapport à notre travail, ça a été fini. On n'avait plus d'anguilles, on n'avait plus des crabes bleus. Il n'y avait que ça. Cela fait 2 ans que Jean-Claude et ses collègues ne se versent aucun salaire. Aujourd'hui, le crabe met à mal les petits métiers de la pêche, qui avaient déjà des difficultés à résister. Alors on ne comprend pas tout, s'ils sont... On ne comprend pas, on ne sait pas. On ne sait plus. Vraiment, je vous dis la vérité, on est perdu. Mais, déjà on s'est aperçu qu'avec un gros taux de sel,
Ça leur plaît pas. Entre l'évaporation estivale et les apports d'eau fluctuants, la lagune de Canet connaît de grandes variations de salinité. Elle peut parfois atteindre plus de 50 grammes de sel par litre. Et tu les vois? Tu vois les petits qui sont sortis? Ils sortent à fur et à mesure, on ne comprend pas tout, on ne sait pas. Et là, avec du vent, tu vas voir, regarde les petits. Il y a des petits, il y a des gros. Pour les pêcheurs, le crabe bleu est responsable de la chute des espèces vivant dans l'étang. Ce chamboulement pourrait mettre en péril l'ensemble de la biodiversité de ces zones humides et causer de graves conséquences sur de nombreuses espèces. Le rôle écologique de ces paysages est pourtant incommensurable. Draineur, épurateur, il nourrit les nappes phréatiques en profondeur. Les eaux douces de 4 rivières se mêlent aux flots salés de la mer pour donner une eau saumâtre, très nutritive. De ce mélange prolixe, naît une végétation vitale pour de nombreux oiseaux migrateurs qui s'y arrêtent avant de franchir la barrière pyrénéenne vers l'Afrique. Chaque été, ce sont 2000 flamants roses qui viennent se ressourcer sur ce territoire entre terre et mer. Sans une telle escale, certains de ces voyageurs pourraient disparaître. Soucieux de ce trésor naturel, 2 scientifiques de l'Observatoire océanologique de Banyuls, Stéphane Ourdez et Thomas Boyer, étudient l'évolution des populations de différentes espèces qui vivent dans le sédiment de l'étang. Le crabe a un régime alimentaire éclectique. Il peut aussi bien être détritivore et herbivore que chasseur de poissons. Il se trouve qu'on avait un suivi avant que le crabe atteigne des abondances telles qu'on les a de nos jours. Et donc on regarde un petit peu si en présence du crabe on a moins d'une espèce ou d'une autre. Voilà, on récupère tout donc ce qui est plus grand que 500 microns. Et ensuite tout ça ce sera trié et compté au laboratoire. Donc on se demande si le crabe ne se nourrirait pas de ça. Voilà. Alors on amène ça là-bas. Allez, c'est parti. En corrélant l'évolution de ces communautés benthiques avec le contenu des estomacs des crabes pêchés, ils espèrent quantifier l'impact de Calinectes sapidus sur son nouvel environnement. On ne peut pas éliminer ou éradiquer le crabe dans la lagune de Canet, c'est simplement impossible. On essaye simplement de trouver des stratégies qui nous permettront de limiter son impact. On a une autre piste de recherche qui est par exemple la détection de parasites. Il se trouve qu'aux États-Unis, la pêcherie du crabe bleu est en détresse un petit peu parce qu'il y a de gros problèmes de parasites et donc les abondances de crabes en fait chutent aux États-Unis, qui est l'aire d'origine de ce crabe-là. Ici, on veut savoir si le crabe, est-ce qu'il est parasité ou pas. S'il n'est pas parasité, du coup, ça enlève un frein qu'il y aurait à son développement et ça pourrait expliquer aussi ces fortes abondances. Donc on a tout un axe de recherche ici au laboratoire aussi où on va essayer de détecter des parasites sur la carapace, dans les tissus de l'animal ou dans son sang qu'on appelle de l'hémolymphe. Pour l'instant, morphologiquement, on n'a pas vu de l'extérieur de parasites ou de maladies qui pourraient nous faire penser qu'il y a quelque chose qui limiterait son développement. Donc on va passer au côté sanguin où là on sait que dans le sang, il peut y avoir des parasites qui eux ont un effet assez important sur la santé du crabe, mais aussi la quantité de gamètes qu'il peut produire et donc la quantité de larves qu'il pourrait produire par exemple. Donc il y a différentes avenues qu'on est en train de visiter pour ça et on essaye de voir, essayer vraiment de comprendre pourquoi cet essor du crabe si brusque. Ça s'est passé sur 2 ou 3 ans quand même. Et ce qui peut expliquer ça, ce qui pourrait être une piste pour essayer de contrôler les abondances de ce crabe.
J'ai mis des anesthésies pour... Connaître l'écologie du crabe dans son milieu natif est donc intéressant pour imaginer des mesures de gestion dans les milieux récemment envahis. Je lui attache les pinces pour éviter de me faire pincer la prochaine fois que je les prenne. Et aussi pour les manips de physio, pour pas qu'ils bougent. C'est la camisole du crabe. Et d'une. Les chercheurs veulent également connaître les capacités physiologiques du crabe. Jusqu'à quelle température, oxygénation de l'eau et salinité résistent-ils ? En étudiant ces conditions extrêmes dans leur nouveau milieu, ils pourront mieux comprendre leur aptitude à s'adapter. Donc là, on va essayer de lui mettre la caméra infrarouge pour voir son rythme cardiaque. J'essaie de trouver le cœur du crabe. Donc je bouge la caméra jusqu'à avoir un signal assez suffisant. Cette expérience, elle vise à mesurer le rythme cardiaque du crabe en fonction de la température. Et tous les 0,1 degrés, on enregistre le rythme cardiaque du crabe. Les battements de cœur du crabe s'accélèrent avec l'augmentation de la température, jusqu'à atteindre un plateau avant de cesser de battre lorsque le thermomètre atteint 27 degrés. Si les recherches en France n'en sont qu'à leur balbutiement, à l'université de Palerme, une équipe de scientifiques est sur le pont depuis plusieurs années. Ici, les espèces invasives ne sont pas prises à la légère. Et ce, pour une bonne raison. La Sicile est une île située au confluent du bassin occidental et oriental, ce qui en fait une région fortement réceptrice de nouvelles espèces venues de toute la Méditerranée. Guillaume Marcheseau, océanologue et spécialiste des espèces invasives marines, travaille sur le crabe bleu depuis 2020, ici à Palerme. Les populations de Calinectes sapidus sont encore peu nombreuses sur l'île italienne. Mais connaissant la fragilité et la rareté des écosystèmes insulaires, l'équipe a pour mission d'éviter la catastrophe. Le crabe n'y paraît pas, mais il est très vorace. Il est profilé pour la chasse. Afin de mettre en évidence ses aptitudes, Guillaume met en situation des crabes dans un aquarium. À l'âge adulte, ce crustacé n'a que très peu de prédateurs dans les écosystèmes méditerranéens. Son développement pourrait alors ne pas connaître de limite ici, en Sicile, tout comme à Canet. La biodiversité des côtes siciliennes pourrait elle aussi être menacée. Les coquillages sont pour lui une proie facile. Immobile, les capturer n'est pas un problème. Alors les crabes bleus, ils sont extrêmement agressifs, sont des grands prédateurs, hein. Donc ils ont également un odorat extrêmement développé et ils sont capables de sentir des proies à plusieurs mètres, dizaines, voire centaines de mètres. Un petit peu à l'image des requins qui sont capables de sentir une proie à plusieurs kilomètres. Donc c'est quand même quelque chose de difficile d'ouvrir une moule. Donc ils ont vraiment cette appréhension avec les pinces
de la tenir, d'essayer de l'ouvrir, d'ouvrir les deux valves pour justement déchirer le ligament qui tient les deux valves de la moule. Et en même temps, tu as une pince qui tient la moule et une pince qui permet de déchirer la chair et de l'amener vers la bouche, si tu veux. Et ce qui est assez fascinant chez le crabe bleu, c'est qu'il est capable d'ouvrir vraiment les mollusques, de les vider de leur substance et de laisser la coquille intacte. Donc il y a quand même une grande minutie dans la façon de s'attaquer à ces organismes, d'ouvrir ces organismes, d'extraire la chair. Donc malgré leur côté très robuste et un petit peu maladroit parfois, en fait, ils sont extrêmement habiles de leurs pinces et de leurs mandibules pour vraiment extraire la chair et ouvrir les mollusques. La région la plus impactée par le crabe bleu en Sicile se situe à proximité de la ville de Trapani, au cœur d'anciennes salines, aujourd'hui en restauration écologique. Alors, comment est l'eau? Elle est un peu trouble aujourd'hui. Il y a un peu de vent. On fait comme ça, on fait le tour par là pour voir s'il y a des crabes et après on va voir la nasse. Ok? Tous les 15 jours, Guillaume et sa collègue Nicoletta s'y rendent pour mener leur prélèvement. Grâce à leur relevé, les deux chercheurs tentent d'évaluer l'évolution de la population de crabes. Les deux scientifiques cherchent à savoir la proportion de mâles et de femelles qu'il y a actuellement dans les salines. Tu as vu? Oui. Il y en a des grands et aussi un petit de 2-3 cm. 1, 2, 3 Et 4 avec le petit. et 4 avec le petit. Super. C'est difficile pour moi. Ici, dans les salines de Trapani, les crabes sont plus petits qu'à Lesina, dans le nord de l'Italie ou en France et en Espagne. Celui-ci n'est pas un bébé, on le garde. Allez à l'intérieur. Faisons le tour des salines et allons à la pêche au crabe. Allons-y. Il y en a un. Je l'ai attrapé. C'est un mâle, parce que sur l'abdomen, on voit une forme comme un T. Ok? Ça, c'est un T, et sur les femelles, c'est comme un triangle. Mais aujourd'hui, comme la semaine dernière, Nico, on n'a pris aucune femelle dans les salines. Les femelles ont besoin d'aller en mer pour relâcher leurs œufs. Donc là, elles sont censées être en mer avec leurs œufs sur l'abdomen. C'est sur elles qu'ils se développent dans les salines. Et après, elles les libèrent dans la mer. Je pense vraiment que les femelles sont au large et lâchent leurs œufs, parce que les larves doivent être bientôt matures. Donc on constate que la population des salines d'aujourd'hui, de cette semaine et de la semaine dernière est quasiment composée à 100% de mâles. Donc l'idée est de revenir la semaine prochaine pour voir si les femelles sont de retour dans les salines. Et comme ça, on verra quelle est la période exacte de reproduction et de libération des œufs.
les femelles ont déserté les salines pour larguer leurs œufs au large. C'est une manière de disperser leur descendance grâce au courant marin. Guillaume est inquiet. Il expose la situation à son directeur de laboratoire, Gianluca Sara. La mer est constituée d'eau. C'est un milieu continu. Contrairement aux écosystèmes terrestres, qui très souvent ne sont pas continus à cause des barrières naturelles qui empêchent le déplacement des espèces invasives. En vérité, dans la mer, ou en tout cas dans les milieux aquatiques en général, il y a de l'eau. L'eau est en mouvement et elle pose de sérieux problèmes de ce point de vue. C'est la vie. L'eau pose de sérieux problèmes, parce que si l'on comprend que toutes les différentes côtes méditerranéennes sont reliées de manière substantielle grâce à la masse d'eau qui bouge, alors, on voit pourquoi la gestion d'une espèce invasive comme le crabe bleu, qui est très agressif, est impossible à circonscrire à un seul pays comme c'est pensé en Tunisie. Le mode de gestion de la Tunisie ou du Maroc diffère de ce qui se fait en Sicile, en Corse ou en Grèce, et donc provoque des répercussions sur les autres pays. Pour les deux scientifiques, la priorité est donc de comprendre le cycle de reproduction du crabe en se focalisant sur son stade larvaire et sa dispersion à travers toute la Méditerranée. L'importance du stade larvaire chez les espèces invasives, mais particulièrement chez le crabe bleu, c'est de comprendre justement le déplacement de ces larves à travers les courants, donc ces larves qui sont planctoniques. C'est ce point-là qu'il faut qu'on étudie particulièrement, puisqu'une population donnée va disperser un certain nombre de larves à d'autres populations. Donc, sachant que les femelles de crabe bleu peuvent produire entre 2 millions et 3 millions de larves, il est possible donc qu'il y ait des milliards de larves de crabe bleu qui soient rejetées chaque année en Méditerranée. D'après leur modélisation, Gianluca et Guillaume constatent que les larves de Calinectes sapidus qui viennent grandir dans les salines de Trapani sont portées par les courants provenant en grande partie des côtes tunisiennes. Ces premiers résultats interpellent sur la complexité de l'invasion de ce crabe. Comment gérer un phénomène qui se propage à travers toute la Méditerranée ? La Tunisie et l'Italie ont alors lancé un programme d'études commun, Blue Adapt. Dans le cadre de cette collaboration transméditerranéenne, Guillaume réalise des échantillons génétiques de crabes prélevés dans les salines de Trapani. Il fiche dans l'alcool leurs pattes gauches qui iront rejoindre la bibliothèque ADN de son homologue tunisienne, Jamila Bensoussi. Ces échantillons serviront à vérifier l'hypothèse de Gianluca et Guillaume sur le lien génétique entre les deux populations. Guillaume se hâte de terminer son protocole car il embarque dans quelques heures pour un festival scientifique sur le crabe bleu, justement organisé par l'équipe de recherche tunisienne. Le scientifique voyage en direction de la Tunisie. La Tunisie a été un des pays avant-gardistes dans la gestion du crabe bleu particulièrement, dans un contexte socio-économique et environnemental complètement différent de l'Italie par exemple, ou de l'Espagne, de la France. C'est très important d'en tirer aussi les leçons de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché dans les pays qui ont initié des mesures de gestion sur les crabes bleus. Le cas tunisien est d'autant plus intéressant que ces côtes sont soumises à une double invasion. Calinectes est bien présent comme au nord de la Méditerranée. Mais un autre crabe bleu, cousin du premier, a également envahi les eaux tunisiennes. Portunus segnis fait lui aussi des ravages.
Kerkena est une île aride où les 15 000 habitants vivent en grande partie de la pêche traditionnelle, la charfia. Selon la coutume, cette pêche commence à l'équinoxe d'automne et prend fin au mois de juin pour permettre à la faune marine de se régénérer. Cette technique ancestrale, grâce à des feuilles de palmier enfoncées dans les fonds marins, dresse des murs qui guident les poissons lorsqu'ils sont entraînés par la marée descendante. Mais depuis quelques années, les poissons se font de plus en plus rares. Alors que Portunus segnis se retrouve constamment dans les filets. Désemparés, les pêcheurs se sont alors lancés dans la pêche du crabe pour gagner leur vie. Ce qui pose de nombreuses questions quant à la gestion de cette nouvelle ressource. Le colloque organisé à Kerkena par Jamila Bensoussi a alors toute son importance pour faire avancer les recherches sur le crabe bleu, mais également sur les espèces invasives en général. Des scientifiques et décideurs politiques tunisiens et italiens tentent à travers le projet Blue Adapt de fournir des réponses rapides aux invasions de crabes. Compte tenu du potentiel commercial du crabe bleu, une série d'actions pilotes ont été développées afin de valoriser financièrement et culinairement l'espèce. Si bien que le phénomène considéré comme une catastrophe au départ s'est transformé en opportunité. Les pêcheurs ont procédé à leur auto-adaptation. Ils ont donc autogestion des stocks, c'est-à-dire qu'ils demandent à l'administration de sortir des textes régissant cette pêche. Une campagne, ils demandent carrément une campagne de pêche, la taille minimale pour les femelles, etc. Et ils demandent même à ce que la femelle, quand elle est grainée, il ne faut pas qu'elle soit pêchée. D'accord. Donc vous voyez comment les choses, la mentalité évolue. Et l'autre volet de cette stratégie nationale, c'est la recherche, c'est l'étude des marchés internationaux pour promouvoir la consommation de l'espèce à l'échelle, non seulement à l'échelle nationale, mais également booster les exportations. Et donc il y a eu toute une dynamique qui a été créée autour du crabe bleu. Mais maintenant, la Tunisie, mine de rien, elle exporte 7500 tonnes, toutes destinations confondues, et ça va crescendo. La réactivité tunisienne a permis à l'explosion des populations de crabes d'être relativement régulée. Mais l'envers du décor est sombre. Actuellement, le marché du crabe est devenu si juteux en Tunisie que certaines usines se sont spécialisées dans la transformation de ces crustacés, poussant toujours plus les autorités à protéger les stocks d'une espèce à la base envahissante. C'est tout le paradoxe de la situation, car en dévastant toutes les ressources halieutiques, le crabe est devenu la seule source de revenus rentable pour tout l'archipel. Mais cette nouvelle ressource est très inégalement répartie, puisque les pêcheurs et leurs familles sont les derniers à profiter de cette nouvelle manne financière. Aujourd'hui, ils vivent moins confortablement qu'avant et se retrouvent dépendants d'une unique espèce. Que se passerait-il si le crabe bleu venait à disparaître ? Il est certainement trop tôt pour en déduire la gravité de la situation écologique. Mais à l'échelle globale, relâcher les femelles gravides à l'eau, c'est continuer d'envahir la mer dans sa totalité. Les milliards de larves de Portunus segnis ne tarderont pas, aidés par le changement climatique, à atteindre les côtes du nord de la Méditerranée. Un pays a justement décidé d'éviter de devenir dépendant d'une ressource qui détruit leurs écosystèmes.
l'Espagne a fait le choix d'exploiter le crabe bleu Calinectes sapidus à travers les circuits courts. Dans le delta de l'Èbre, au sud de la Catalogne, le crabe bleu a aussi envahi les lagunes depuis 2012. Capable de s'adapter à des taux de salinité très différents, le crabe bleu remonte les canaux d'irrigation des rizières et nage même dans les eaux douces du fleuve. Sa présence affecte gravement une partie de la biodiversité du delta. La voracité du crabe est telle qu'au début de l'invasion, la culture de moules et d'huîtres a subi d'énormes pertes, causant de graves difficultés économiques aux ostréiculteurs. Mais depuis 2018, grâce au travail du gouvernement entre les scientifiques, les écologistes et les pêcheurs, le crabe bleu est pêché et commercialisé, et sa population a diminué de façon spectaculaire. Contrairement à la Tunisie, le crabe est cantonné aux circuits de distribution locaux. Il transite du pêcheur à la criée ou directement au restaurateur. Depuis 3 ans, Ladis, le chef cuisinier du restaurant Ebrin-Claros, organise des ateliers pour apprendre à cuisiner le crabe bleu. Il pense que la meilleure façon de combattre l'envahisseur est de le manger. Quand on me demande, Ladis, quelle solution auriez-vous pour en finir avec le crabe bleu, je réponds toujours la même chose. Apportez du riz, je vais faire du riz au crabe. Et voyons ce que nous pouvons faire. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nettoyer le crabe. Et nous allons réaliser une recette très facile. On va cuisiner un crabe bleu. Avec des pois chiches, c'est un très bon plat pour l'hiver. Voilà comment on va faire. Il faut le nettoyer, on ne peut pas le cuisiner directement comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette bête? Il ne faut pas en avoir peur. Ok, maintenant nous allons vider le crabe. Tout l'intérieur sort d'un coup, comme s'il était congelé. Comment s'y prend-on? On met le crustacé au milieu et on frappe. Qu'est-ce qu'on fait? Celui-ci est vivant, était vivant. Aujourd'hui, au marché, un client m'a dit « Ivan, comment on peut résumer l'affaire du crabe bleu en 2 mots ?» Et j'ai répondu « Nous n'arriverons jamais à en finir avec lui. » L'odeur qu'il dégage est divine, hein? Les crabes bleus pêchés dans le delta de l'Èbre sont distribués à travers toute la Catalogne. Ils sont même au menu des plus grands restaurants gastronomiques, tels que Celler de Can Roca, 3 étoiles Michelin, nommé meilleur restaurant du monde en 2013 et 2015. Un jour, un ami fan de pêche nous a rapporté un sac et nous a dit « Ce truc est hors de contrôle, il prolifère partout dans le delta, essayez de le cuisiner. » Nous nous engageons dans toutes les causes qui peuvent être utiles. Et là, on a bien pris la mesure du problème. Nous avons alors commencé par le cuisiner et maintenant on le connaît bien. Évidemment, c'est un crabe qui n'est pas dans les livres de recettes. Il ne fait pas partie des produits de la mer classiques que nous cuisinons d'habitude. Dans notre processus créatif, le point de départ, c'est le produit. Souvent, pour nous approprier un produit, nous le disséquons. C'est ce que nous faisons avec le crabe bleu, vous voyez ? Parfois, pour élargir notre registre, on fait des recherches et ça nous aide à imaginer avec quoi on peut le marier. Bien entendu, nous, les restaurateurs, comme tout le monde, nous consommons ce que nous consommons. Mais c'est de notre capacité à transformer les aliments que va naître la relation que nous entretiendrons avec la nourriture de demain. Beaucoup de gens cuisinent à la maison. Eh bien, le message va passer et se transmettre, c'est certain. Écoute, quand tu enverras chez le poissonnier, essaye et tu verras. C'est bon. Depuis que Calinectes a fait son apparition dans le delta, il est sous haute surveillance.
La biologiste Verónica López est chargée de son suivi. Bonjour, vous avez pris du crabe? Non, pas beaucoup. Vous avez relevé les pièges? Je les lève cet après-midi. D'accord, et ils viennent de quelle zone? De la tour de Saint-Joan. La tour de San Juan et la profondeur? L'eau au niveau du genou. Ok, et il y avait beaucoup de végétation? Oui, à la hauteur d'une main. Et vous avez vu un mâle et une femelle l'un sur l'autre? Elle en bas, lui au-dessus? Vous en avez attrapé dans cette position? Oui, pas plus tard qu'hier. Un hier? Et aucun aujourd'hui. Et des crabes mous? Des mous non plus. Toujours au même endroit? Vous avez plus ou moins passé toute l'année dans la même zone? Non, il n'y a pas longtemps que j'y suis. Juste depuis quelques semaines. Chaque mois, j'échantillonne les crabes que me ramènent les pêcheurs. 30 à 50 individus en moyenne par bateau. Je les récupère au fur et à mesure qu'ils arrivent à la criée. Je détermine leur sexe et je les mesure, largeur, longueur. Je le fais pour chaque crabe que je récupère. 61, 33, 6, 1, 3, 3. Pince gauche manquante, très fine à droite. Femelle, 150. Il faut signaler qu'ils sont en général pleins de boue et qu'ils se sont enterrés. Accompagnée de la biologiste Xenia Puigcerver, elle étudie la population de crabes bleus. 146. Patte manquante droite. 61, 28, 6, 1, 2, 8. Femelle. Patte manquante droite. 7,52. On va les peser et si possible, on prendra un autre échantillon. Ainsi, tous les déplacements du crabe sont surveillés. Et lorsqu'il y a un changement dans la dynamique de la population, les scientifiques alertent les pêcheurs pour qu'ils interviennent au plus vite. Aitor est l'un des nombreux pêcheurs de la Rapita qui travaille avec Verónica. Malgré les volontés politiques d'éviter la mise en place d'une filière agroalimentaire unique du crabe bleu, 250 pêcheurs se consacrent exclusivement à sa pêche dans le delta de l'Èbre. J'ai acheté un bateau pour pêcher ici dans la baie. Malheureusement, ça a coïncidé avec l'arrivée des crabes. Il y a des pêcheurs qui ne veulent plus entendre parler des crabes. Ils veulent qu'on en finisse. Pêchez-les tous, finissez-les. Mais ils ne savent pas que c'est impossible. S'ils pêchaient le crabe, ils sauraient que c'est sans fin. Il y en a de plus en plus chaque année et on en attrape de plus en plus. Avant, je pêchais la sèche, la sole et la dorade royale. Et on pêchait tout le temps, avec les saisons. Maintenant, le crabe a tout mangé, les alevins, les jeunes poissons, et ici, dans la baie, il n'y a plus que du crabe bleu. Là où il y a du crabe, il n'y a plus rien. Waouh, mais aujourd'hui, si on ne pouvait plus pêcher le crabe, on serait ruiné. La moitié des pêcheurs seraient obligés de vendre leur bateau. Ce serait très très grave. Les premières années, on a capturé 10 kilos, 12 kilos, 15 kilos. Et l'année suivante, ça a triplé. Et aujourd'hui, on en pêche jusqu'à 2 tonnes en une journée. Et si on n'en pêchait pas autant, il ne faudrait surtout pas tomber à l'eau. Sinon, ces satanés crustacés te mangeraient tellement qu'ils sont nombreux. En Catalogne, les pêcheurs sont les seuls à pouvoir limiter les populations de crabes bleus en le pêchant de manière intensive. Le permis de pêche de Calinectes sapidus leur est exclusivement réservé. Cette restriction est une manière de protéger les prix pour qu'ils restent le plus stables possible. Si la pêche récréative était autorisée, elle pourrait faire chuter la valeur du crabe. Les pêcheurs cesseraient alors de compter sur le crustacé. La population ne serait donc plus régulée. Faire respecter cette décision est d'ailleurs prise au sérieux par les autorités locales. Le service de protection de la nature, ou CEPRONA, et le département de la garde civile chargé de la protection de l'environnement en Espagne contrôlent la pêche illégale d'espèces protégées. Mais paradoxalement, ils surveillent également celle du crabe bleu.
Ce soir, c'est une nuit parfaite pour les braconniers. Ouais. Ce soir, les agents Diego et Ana effectuent une de leurs rondes régulières pour surveiller la présence de braconniers. Ah, là il y en a, attention. Ouais, il y en a. On peut éteindre la lumière, s'il te plaît? Ils empêchent, hein? Oui. Ils empêchent. Garde civile de Seprona, approchez-vous du rivage. Ne jetez pas ce qu'il y a à l'intérieur des paniers, s'il vous plaît. Je vous vois, hein, je vous vois. Sortez-le, s'il vous plaît. S'il vous plaît, posez-le. Posez-le ici. Ici, posez-le ici. Vos papiers. Je vous dresse un procès verbal pour infraction à la loi de février 2010 sur la pêche maritime de la région catalane, ok? C'est pour avoir pêché sans licence. Cet exemplaire est pour toi, Miyu. Tu es le responsable. Miyu, comme les crabes sont vivants, on les rejette dans l'eau, d'accord? Nous protégeons ainsi la ressource parce que celle-ci est réservée aux pêcheurs professionnels. Dans cette région, c'est comme ça que les gens gagnent leur vie, avec la pêche de ces crustacés, ok? Des braconniers de tout le territoire descendent dans le delta pour pêcher le crabe bleu et l'introduire illégalement sur le marché. Il existe une région d'Espagne qui a choisi de s'appuyer sur les pêcheurs récréatifs pour contrôler l'espèce. Au large des côtes espagnoles, l'île de Majorque a elle aussi enregistré la présence du crabe bleu en 2017. En l'absence de pêcheurs professionnels dans les aires protégées, le Conseil de Majorque a légalisé la pêche récréative au crabe bleu. Samuel Pigna, professeur d'écologie de l'Université des îles Baléares, a longuement étudié la question. L'invasion du crabe bleu a commencé en 2017. On s'en est rendu compte quand on l'a retrouvé simultanément à Majorque et à Minorque. C'était le début de l'expansion. Dès l'année suivante, les premiers spécimens ont été repérés à Ibiza et à Formentera. Ainsi, en l'espace de 2 ans, le crabe a pratiquement colonisé tout le territoire. C'est une espèce d'une grande voracité. Elle s'intègre très bien. En fait, les études sur leur alimentation montrent que chaque population peut adapter sa nourriture en fonction de son milieu. Un des éléments que nous avons pu vérifier, c'est que partout où il y a des crabes bleus, la diversité et l'abondance des autres espèces de crabes est en recul. À la base, pour réguler l'espèce, on a proposé de recourir à une loi qui permet de pêcher dans les eaux insulaires. Nous avons donc autorisé toutes les personnes détenant des permis spécifiques de pêcher dans les zones dédiées. Les pêcheurs récréatifs peuvent donc aller pêcher le crabe bleu, là où la loi le permet. Comprendre les mouvements de population du crabe en Méditerranée est capital. Mais lutter contre les introductions d'espèces invasives est tout aussi important. Le crabe bleu serait arrivé en Méditerranée via le transport maritime. La chercheuse Aïna Carbonel du Centre océanographique des îles Baléares s'intéresse aux introductions de certaines espèces indigènes. On ne peut pas mettre fin au transport maritime. On ne peut pas l'arrêter, alors il faut établir des normes pour éviter la pollution, notamment la biopollution, souvent causée par les espèces non indigènes.
Il serait intéressant de répertorier les espèces présentes dans le port de départ et d'arrivée, notamment pour les trajets réguliers. Les bateaux ont une ligne de flottabilité qui dépend du poids de la cargaison que le bateau supporte. C'est capital pour leur stabilité. Par exemple, quand le bateau décharge sa cargaison, la ligne de flottaison remonte. Il perd alors sa stabilité. Il lui faut alors remplir des réservoirs d'eau de mer que l'on appelle des ballasts. Comme ça, le bateau se rééquilibre en faisant redescendre sa ligne de flottaison. Les bateaux chargent et déchargent leur cargaison dans les zones portuaires. S'il n'y a pas de normes qui contrôlent le pompage des eaux de ballast, les navires pompent l'eau de mer dans le port de départ et capturent en même temps une multitude d'espèces. Et quand ils arrivent au port d'arrivée pour charger, par exemple, des voitures ou du blé, ils vont vider les eaux du port de départ dans celui d'arrivée. C'est à ce moment-là que les espèces non indigènes se retrouvent introduites. Pour éviter l'introduction d'espèces, je crois qu'il faut établir des règles politiques qui régissent le développement de pratiques maritimes. Sans cela, on ne pourra pas protéger les milieux marins. On ne peut pas rejeter les eaux de ballast n'importe où. Il faut mettre en place des protocoles pour empêcher cette contamination biologique, notamment par les larves et les œufs. Des procédés existent. On peut par exemple les éliminer directement dans les réservoirs du bateau avec de la lumière ultraviolette ou des produits chimiques. Comme ça, on évite la prolifération des microbes. C'est grâce à ce genre de stratégie que l'on pourra maintenir la mer et les écosystèmes marins en bonne santé. Il est vital de protéger notre environnement du mieux que l'on peut. Més bo que es pugui, no? Que siguem conscients de que s'ha de mantenir net, que s'ha de procurar que estigui en l'estat més bo possible. Comprendre comment sont arrivés les crabes bleus est donc important, afin d'éviter de nouvelles introductions qui pourraient renforcer leur population et donc leur capacité d'invasion. Mais la question urgente pour les scientifiques est de pouvoir collaborer avec la sphère politique. C'est pourquoi Gianluca et Guillaume ont organisé un congrès à Palerme. Océanologues, sociologues et économistes de plus d'une quinzaine de pays ont répondu présents. Tous œuvrent à la création d'outils de sensibilisation destinés aux politiques afin d'orienter le plus précisément possible les moyens d'action. Car harmoniser les mesures de gestion à si grande échelle est d'une grande complexité. Les outils diplomatiques sont rarement efficients ou même existants. Les espèces envahissantes ont coûté plus de 1300 milliards de dollars en seulement 40 ans. Peut-être qu'une telle information va enfin mobiliser plus activement les institutions politiques sur la question. D'autant qu'à l'avenir, accentué par le changement climatique, les modèles annoncent une multiplication des phénomènes d'invasion. Dès lors, il est capital de comprendre que pêcheurs, scientifiques et politiques ont tous leur rôle à jouer. Il est aussi possible de compter sur la capacité des écosystèmes à intégrer les envahisseurs dans leur réseau trophique. Depuis toujours, les espèces ont migré et se sont mêlées les unes aux autres, donnant ainsi naissance à de nouvelles formes de vie. Mais alors, l'un des rôles actuels de l'humanité n'est-il pas de repenser son rapport au temps pour mieux s'accorder au rythme naturel de notre planète ?